temps, nous avons ouvert une page Facebook, puisque le thématique de ce soir, c'est autour des Gilets jaunes. Vous savez que beaucoup de Gilets jaunes sont sur Facebook et n'ont pas toujours compris qu'il y avait un autre monde en dehors de ce réseau social. Donc on a été obligé, pour aller les aider, d'ouvrir une page Facebook depuis janvier dernier. Voilà, on fait de l'information et de temps en temps on nous invite pour parler de l'état répressif dans lequel on est maintenant en France en 2019. Tu veux te présenter, Ophélie, peut-être? Ah oui, bah alors moi je suis Ophélie Berrier, avocate au barreau de Bordeaux. Je fais effectivement partie du syndicat des avocats de France et j'exerce surtout en droit pénal et j'ai régulièrement travaillé avec le CLAP. Voilà. Notamment sur la procédure, puisque comme je vous disais, on a monté ce collectif suite à mon passage à tabac par les forces du désordre. Et au bout de 8 années de procédure aux côtés d'Ophélie Berrier, on a réussi à faire condamner l'État pour les violences que j'avais subies en 2017, pour faute lourde sur une pauvre petite personne qui n'avait rien fait. En l'occurrence, moi, qui n'avait rien fait. Voilà. Donc, on remercie l'Université populaire de nous donner la parole ce soir pour parler de la répression autour du mouvement des Gilets jaunes. Donc j'ai préparé des notes parce que je ne sais pas tout par cœur. Et puis, si j'ai bien compris, il y a un temps où on va parler de nous. Et puis, on aura un temps pour les questions, si vous en avez. Même si nos exposés seront tellement super qu'à mon avis, vous n'aurez peut-être rien à dire. Mais on ne sait jamais. Si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter. Il y aura ce temps d'échange avec le public qui est prévu. Donc l'Université populaire de Bordeaux, pour ceux qui ont eu l'information, soit par Facebook, soit par tout autre procédé, le propos de ce soir, c'était il leur paraissait à l'Université populaire approprié de parler des différentes formes de répression étatique qui ont pu jouer un rôle dans l'apparition du mouvement des Gilets jaunes. Alors je voulais déjà faire une petite remarque par rapport à cet intitulé. Ce n'est pas forcément des répressions étatiques qui ont amené à l'émergence du mouvement Gilets jaunes, en tout cas pas des répressions policières. Les gens au départ ne se sont pas mobilisés parce qu'il y avait des répressions policières. Ils se sont mobilisés parce qu'il y avait des violences, effectivement, d'État. Quand j'entends par violence, c'est le chômage, la précarité, les services publics qui partent en sucette. C'est ça qui a fait que les gens sont descendus dans la rue avant tout, et bien sûr le pouvoir d'achat, qui était une grande revendication au départ des Gilets jaunes et qui sont des formes de violence étatique, mais ce n'est pas forcément de la répression. On sait qu'au niveau du chômage, il peut y avoir de la répression quand on flique les chômeurs, mais globalement, c'était plus par rapport à des violences d'État autres que des violences policières que les gens se sont mobilisés le 17 novembre. Par contre, ce qui est sûr, c'est que la répression a été tellement forte sur ce mouvement des Gilets jaunes que tous les gens qui ont participé et qui participent encore... Et ouais, il y en a qui vont être punis par contre. Hein. Il y en a qui vont avoir des heures de colle. Attention. J'ai la rigolote comme ça, mais faut pas déconner. Bon. Donc, ce qui est sûr... Ça fait plaisir, dis-le là. Ça te fait plaisir. Hein. Ouais, bien sûr. Moi, j'étais à l'école, j'étais au fond, moi, d'habitude. Voilà. Donc maintenant, je suis là, ça m'impressionne quand même. J'ai l'impression d'avoir réussi quelque part ma vie. Bon. Si mon père était là, oui, il serait fier de moi, quoi. Bon. Donc du coup, la plupart des gens qui au départ sont descendus dans la rue de façon tout à fait pacifique et naïve par rapport aux violences d'État qu'ils ont subies après, la répression policière, la quasi-totalité des gens qui ont participé et qui participent encore à ce mouvement, s'ils ne sont pas descendus contre les violences policières, aujourd'hui, ils ont les yeux ouverts sur ces violences. Et je pense pouvoir dire que le fait d'être descendu dans la rue et d'avoir subi cette répression a changé radicalement leur vie. C'est comme quand on est dans Matrix et que tant qu'on n'a pas pris la pilule, il ne se passe rien, mais le jour où on la prend, on ne peut pas revenir en arrière. Il y a une espèce d'éveil qui a été brutal pour les Gilets jaunes sur qu'est-ce que c'est que la société dans laquelle ils vivaient bien avant même qu'ils se mettent en marche. Puisque avec l'apparition du mouvement Gilets jaunes, ce qu'ont pu constater les gens qui marchent dans la rue depuis 46 semaines bientôt, c'est un effondrement de l'illusion démocratique dans laquelle ils vivaient jusqu'à présent. C'est-à-dire qu'on a eu des signes, comme par exemple le référendum sur la Constitution européenne, qui aurait pu nous alerter, et on aurait pu déjà tous à ce moment-là descendre dans la rue pour dire « Attendez, là, il n'y a pas un truc qui ne va pas avec la démocratie ». Mais on ne l'a pas fait. On a continué à se bercer d'une certaine forme d'illusion, une illusion qui est aussi, comment dire, historique, une espèce de mythe de notre société qui fait qu'on est le pays des droits de l'homme, que quand même, regardez ce qui se passe en Corée du Nord,
que vous pouvez quand même voter, que vous voyez, vous avez des journaux, il y en a plein. Donc normalement, c'est quand même des critères qui font que vous devriez être détendu quand vous descendez dans la rue, quoi. Et concrètement, l'illusion démocratique, elle s'effondre à partir du moment où la personne a eu la première main arrachée ou la première joue arrachée, alors que les manifestants venaient juste pacifiquement, encore une fois, réclamer mieux vivre et éventuellement plus de droits. Je lis mes notes, hein, En France, alors je vais vous donner la définition de la police, celle qu'elle est définie par l'article 12 de la déclaration, de cette fameuse déclaration des droits de l'homme et de la femme, mais plus tard, la femme, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789. La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique. Cette force est donc instituée pour l'avantage de tous et non pour l'utilité particulière de ceux à qui elle est confiée. C'est là où je parle concrètement pour ceux qui sont gilets jaunes, il y a un truc qui ne va pas, quoi. Ça ne marche pas. Bon, il y en a qui ont compris que depuis 46 semaines, c'est ça que je veux dire. Il a fallu descendre dans la rue pour se rendre compte que cette police-là, qui était donc censée nous protéger et non pas servir les dominants, avait depuis bien longtemps basculé dans autre chose, quoi. Donc la police aujourd'hui, et depuis bien avant les Gilets jaunes, n'est pas là, encore une fois, pour être située à l'avantage de tous, mais bien au service de quelques-uns, c'est-à-dire les gouvernants qui eux-mêmes sont au service des puissants de la classe dominante, on va dire. Attendez, comment je vais enchaîner là-dessus donc, excusez-moi, j'ai pas l'habitude, je suis pas une professionnelle, voilà, c'est comme ça. Donc, donc cette police qui est au service donc des gens qui nous dirigent, ce qu'on a pu constater nous en tant que collectif, donc on s'est constitué en 2009, donc 8 ans après les attentats du World Trade Center, qui ont été un véritable changement au niveau des lois répressives qui aujourd'hui régissent notre État. Je ne dis pas qu'avant 2001, il n'y avait pas de loi répressive, mais les attentats aux États-Unis ont permis vraiment d'instaurer petit à petit un État policier. C'est l'État dans lequel nous vivons aujourd'hui, et plus encore, puisque nous, avec le CLAP, ce qu'on dénonce, c'est qu'au-delà de l'État policier, nous sommes dans une véritable société de contrôle. C'est-à-dire qu'au-delà des répressions policières qui nous marquent dans nos chairs, il y a tout un ensemble de choses visibles et invisibles qui font qu'au-dessus de l'État policier, nous sommes vraiment dans un Big Brother relativement bien avancé. Et que tout ça a été permis, notamment grâce aux attentats du 11 septembre. Les attentats du 11 septembre, qu'est-ce qu'ils ont permis concrètement? C'est de créer cet ennemi intérieur qui fait que, en fait, alors qu'avant, on pouvait se dire, bon, mais voilà, les Russes, ils peuvent nous attaquer, on a peur, on a besoin d'avoir peur. Pour nous dominer, il faut qu'on crée des peurs. Donc on avait peur, effectivement, d'être attaqué peut-être par des Russes ou par du communisme. À partir du moment où il y a un effondrement du bloc communiste dans les années 80, bon, mais comment on fait les gouvernants pour nous faire peur et continuer à entretenir ce sentiment d'insécurité qu'on va accepter petit à petit des lois complètement liberticides? C'est la création d'un ennemi à l'intérieur même de nos frontières. En l'occurrence, il se trouve que chez nous et dans les sociétés occidentales, cet ennemi est clairement identifié comme étant barbu, parlant une langue plus ou moins barbare, et se trimballant en djellaba, pour faire vite. À partir de là, de nombreuses lois, j'en ai sorti quelques-unes, je ne vais pas vous faire toutes les lois qui ont été mises en place depuis les attentats. Vous pouvez aller sur notre blog où on répertorie, donc depuis 2009, il y a plus de 8000 articles, hein, donc vous avez de quoi faire, si vous voulez vous renseigner sur toutes ces lois, vous trouverez forcément. Mais j'en ai sorti quand même quelques-unes qui sont pour nous symptomatiques de ce glissement vers un État très autoritaire, voire très autoritaire. Parce qu'on ne peut pas trop dire dictature encore, il y a des gens, ça fait grincer des dents quand on dit ça, donc je vais essayer d'être, pas trop lisse, parce que c'est pas le cas du CLAP, on a toujours été très très dur par rapport aux mots qu'on employait, mais en tout cas, voilà, depuis 2001, donc il y a beaucoup de lois qui ont été mises en place et qui ont fait ce glissement vers des lois de plus en plus répressives. Quand on est arrivé, nous, en 2009, la première loi répressive contre laquelle on s'est attaqué, c'était la LOPSI, la loi d'orientation et de programmation
pour la performance de la sécurité intérieure. Ah ouais, c'était la deuxième mouture. Pour vous dire en gros des choses qui sont inscrites dans cette loi, par exemple, il y a la création des cyberpatrouilleurs pour lutter contre l'apologie de crimes terroristes sur Internet, la captation à distance de données informatiques, l'expérimentation, alors maintenant c'est devenu banal, mais elle date de 2011 cette loi, l'expérimentation des scanners corporels, qu'on voit maintenant un petit peu partout dans les gares, dans les aéroports. En 2011, c'était l'expérimentation. Et l'extension de la vidéoprotection sur la voie publique. Avant, ils appelaient ça la vidéosurveillance, mais pour nous rassurer, hein, là aussi la novlangue a fait son travail. On n'est pas vidéo surveillé, on est vidéo protégé. C'est vrai que quand vous vous mettez sous une caméra, vous vous sentez quand même protégé. Non, il faut le dire. Moi, quand je sens que je me suis un peu en panique, je me mets sous une caméra. Et là, je me dis, ça va, je suis protégé. Voilà. Donc, tous ces glissements sémantiques ont aussi vocation à nous imprimer ce monde de Big Brother dans lequel on vit aujourd'hui. Une autre loi symptomatique du glissement vers la société de contrôle et l'état policier dans lequel nous vivons aujourd'hui. La loi du 24 juillet 2015, la loi relative au renseignement. Alors, avec le CLAP, c'est pareil, nous nous sommes associés notamment avec la Quadrature du Net, qui est une association qui œuvre énormément pour nos libertés civiques, notamment sur les droits sur Internet. Donc, quelques associations en France ont essayé, ou collectifs comme nous, d'alerter les gens sur le glissement de ces lois. Ah, vous êtes déjà fatigué? Vous en avez déjà marre? Ah, vous êtes punis, attention, hein, je mets des heures de colle. Donc, dans cette loi du 24 juillet 2015, il y a eu plusieurs atteintes déjà à notre vie privée, comme l'installation chez les opérateurs de télécommunications de dispositifs surnommés boîtes noires visant à détecter les comportements suspects à partir des données de connexion. Alors c'est vaste, dit comme ça, c'est un peu flou, mais c'est-à-dire que si vous alliez sur des sites où ça parlait trop de Daesh, par exemple, ah, bip bip, t'as vu le mec, ça fait 3 fois qu'il va voir Daesh, si ça se trouve, il est barbu en plus, il est en train de se radicaliser. Vous voyez ? Des dispositifs qui utilisent des systèmes d'écoute généralisés, et notamment pour les IMSI catchers. Est-ce que vous savez ce que c'est les IMSI catchers ? Les IMSI catchers, c'est des boîtiers électroniques qui permettent, notamment quand on est en manifestation par exemple, ils installent ça, la police installe ça dans des voitures, et sur un périmètre de, je crois, c'est 200 mètres, de récupérer toutes les données de vos téléphones, vos contacts téléphoniques, vos échanges de mails. Donc ces lois, au départ, sont donc destinées, soi-disant, à lutter contre un terrorisme potentiel que nous vivons. On devrait là tous avoir peur, puisque potentiellement, il y a un terroriste qui pourrait venir ici et tous nous flinguer, enfin vous flinguer. Parce que moi, comme je me sens pas concerné. Mais j'ai tort. Je devrais le méfier quand même. Donc toutes ces lois qui au départ visent à, soi-disant, nous sécuriser en pouvant identifier plus rapidement des terroristes, en fait ça se retourne petit à petit contre les gens qui vont eux se révolter contre ce système. Et la dernière loi contre laquelle on a eu à lutter dans un échec total, hein, toutes ces lois-là sont passées tranquillement, puisqu'à l'époque, que ce soit en 2015, en 2011 ou en 2016, pour la dernière loi dont je vais vous parler, il n'y avait pas de gilets jaunes. C'est-à-dire que la plupart des gens vivaient dans cette illusion démocratique. On avait beau, nous, avec notre collectif, essayer de faire des débats, aller dans la rue pour informer les gens, s'associer avec des collectifs, des associations et tout ça pour alerter vraiment les gens sur le glissement liberticide qu'on constatait. Les gens étaient complètement indifférents. Et pour les gens qui sont gilets jaunes aujourd'hui, vous voyez bien qu'il y a encore beaucoup de gens qui sont indifférents à ce qui arrive sur la répression des gilets jaunes et qui n'ont pas conscience que effectivement le pays dans lequel ils vivent n'est... Alors évidemment, c'est pas la Corée du Nord, mais quand même, voyez, mais quand même, voilà. Donc la dernière loi qu'on a dénoncée avec un échec cuisant, c'est la réforme pénale du 4 juillet 2016, qui a vu, vous savez que pendant sous François Hollande, on a vécu 3 ans d'état d'urgence, 3 années d'état d'urgence, sous un président socialiste. Ouais, je le dis quand même parce que c'est comme ça qu'il a dit, il était socialiste, quoi. Enfin, donc 3 ans d'état d'urgence, et à la fin de son mandat, non seulement il a fait des réserves de lacrymogènes, de bombes lacrymogènes pour 200 millions, je crois, il a acheté de lacrymo en disant on sait jamais, je pars, je les laisse un peu dans la merde, on sait jamais, ils vont peut-être en avoir besoin. Et effectivement, on a vu qu'ils en avaient besoin.
mais aussi il a fait rentrer dans le code pénal pas mal de prérogatives de l'état d'urgence, ce qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, ils n'ont plus besoin de le décréter, puisqu'il est quasiment légalisé dans la réforme pénale du 4 juin 2016. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce glissement vers un État de plus en plus liberticide, ce n'est pas le fait de Macron. Macron, concrètement, depuis qu'il est au pouvoir, il a fait quand même un décret pour le port des cagoules. Voilà, il y avait déjà un décret de 2012 qui interdisait déjà de manifester avec masqué. On l'a constaté avec les policiers d'ailleurs pas plus tard que samedi dernier. C'est interdit de manifester masqué. Donc eux, ils ont carrément un masque blanc. Mais c'est pas, eux, ils peuvent, mais nous, on peut pas. Ce glissement, c'est pas Macron qui le fait. C'est pas Hollande qui le fait. C'est pas, je sais pas qui c'est qui avait avant Macron, avant Hollande. Sarkozy, moi j'ai pu l'oublier. Eh ben c'est même pas lui, vous voyez. C'est vraiment un système qui avance et qui a un objectif. Ce système, c'est le système libéral capitaliste qui, pour s'asseoir tranquillement et s'instaurer comme il est aujourd'hui, c'est-à-dire le cassage des services publics, tout ce qu'on peut dénoncer, les retraites, tout ce qu'on peut dénoncer, les urgences, etc. Ça, c'est le système libéral, et qui, en prévision, j'imagine, de toutes les révoltes qu'on peut voir, enfin des quelques révoltes qu'on peut voir, parce que malgré tout, les gilets jaunes sont aujourd'hui minoritaires, en tout cas dans la rue, a permis en même temps d'avancer avec des lois. Tout ça, c'est mon point de vue, c'est pas la vérité. Je vous enjoins vraiment à vous faire votre propre idée. Je vous dis là ce que je pense. C'est pas la vérité, on est bien d'accord. Donc, pour moi, il y a vraiment une corrélation entre l'avancée d'un système libéral qui se durcit et des lois répressives qui empêchent tout mouvement et toute contestation sociale. Il faut savoir que les mecs qui sont au gouvernement, il y a quand même très peu d'ouvriers, très peu d'infirmières ou d'enseignants. Donc, les gens qui nous gouvernent font partie d'une certaine caste. Alors, au-dessus d'eux, même, il y a des gens. Je veux dire, quand on dit Macron, c'est pas Bill Gates, c'est pas les 1% même qui détiennent toute la planète. Lui, il n'est pas là-dedans, mais il bosse pour eux en tout cas. Donc pour moi, logiquement, ça avance ensemble. Le système libéral avance, et pour se protéger, il met en place dans tous les pays occidentaux, parce que ce que je suis en train de vous dire, ça vaut pour d'autres pays, c'est pas que la France qui se sécurise, mais il se trouve que c'est surtout en France qu'il y a eu des révoltes et que du coup, qu'on voit précisément l'apparition de ces lois. Pour moi, c'est concomitant. Et la dernière loi, pour vous montrer l'internationalisation des lois répressives, vous savez peut-être qu'en mai 2010, on est en quelle année 2019 Mai 2019, pardon, excusez-moi, j'ai bu une bière avant de venir. En mai 2019, la communauté européenne, ils ont voté au niveau de l'Europe une loi ultra répressive sur Internet, sur tout ce qui est censure d'Internet. La Quadrature du Net dont je vous parle a fait un énorme dossier là-dessus. Ils ont essayé là aussi d'alerter les gens comme ils pouvaient, les populations. Alors la Quadrature du Net, si vous ne connaissez pas, c'est parce qu'ils ne passent pas à la télé. Ils ne passent pas forcément dans les journaux. Et malgré le bon boulot qu'ils font pour nous avertir, ils n'ont pas encore de surface d'écoute suffisante pour qu'on puisse prendre en compte tout le travail qu'ils ont fait pour nous avertir que cette loi allait vraiment empêcher notre liberté sur Internet. Et les gilets jaunes qui sont sur Facebook savent que cette censure, maintenant, est complètement opérationnelle. Facebook, ils peuvent se cacher derrière cette loi, puisque ce n'est même pas eux qui censurent votre contenu. Si le gouvernement dit vous censurez ce contenu, ils sont obligés de le faire. Donc Zuckerberg, il dit, regardez, moi, mon réseau, il est libre. Mais, voilà. Donc, et je voulais dire, il n'a pas le choix. C'est ce qu'il dit qu'il n'a pas le choix. Je vais remettre mes lunettes, hein, de cette connerie. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que cette répression que subissent les gilets jaunes, j'ai entendu sur des conférences des gens qui disaient c'est une répression sans précédent, on n'a jamais vu ça. Ce qui est faux, ce qu'on n'a jamais vu en fait c'est des gilets jaunes. Parce qu'avant les gilets jaunes, il y avait déjà de la répression pour des gens qui étaient opposés au système. Peu de temps avant les gilets jaunes, il y a eu ce qu'on appelle la loi travail de Madame El Khomri. El Khomri, c'est bien ce que je dis. Les gens qui sont descendus dans la rue à ce moment-là ont subi une répression aussi énorme. Il y a eu déjà des gens mutilés pendant les manifestations de la loi travail. Il y a des gens qui ont perdu des mains, il y a des gens qui ont perdu des joues, il y a des gens qui ont été en prison pour rien. Il y a eu déjà une forte répression sur ce mouvement.
mais qui était finalement encore un mouvement où il y avait encore beaucoup de syndicats, c'était un mouvement étudiant qui n'était pas forcément suivi par la base. Donc c'était une répression qui était restée, encore une fois, confinée. C'est-à-dire que les gilets jaunes qui aujourd'hui se plaignent que les gens restent en terrasse alors qu'ils se font tirer dessus, eux-mêmes étaient en terrasse au moment où les gens de la loi travail disaient mais qu'est-ce qu'ils font les gens, j'ai plus de main quoi. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant la loi travail, il y avait eu déjà aussi de la répression, notamment sur ce qu'on appelait les zones à défendre. La plus connue, c'est celle de Notre-Dame-des-Landes, qui a subi en 2012 une répression sans précédent, là pour le coup. C'est-à-dire qu'il y a eu, vous avez peut-être entendu parler de l'opération César, qui a duré plusieurs mois sur la ZAD, où M. Hollande, premier président socialiste, après Mitterrand bien sûr, qui n'était pas socialiste, là, lui c'était sûr, M. Hollande avait décidé d'évacuer la zone à défendre de Notre-Dame-des-Landes, où depuis plus de 30 ans, des gens étaient en lutte contre la construction d'un aéroport. Voilà, la lutte historique a été menée par des paysans qui se sont vus exproprier. Et en 2009, ils ont appelé à la réoccupation de la ZAD et sont arrivés ce qu'on appelle les zadistes, les fameux zadistes, qui ont occupé la ZAD à partir de 2009. Et en 2012, M. François Hollande avait décidé d'évacuer la ZAD pour faire ce fameux aéroport. L'opération César, concrètement, qu'est-ce que c'était? C'était ce qu'on a vu nous à Bordeaux, des chars, des grenades de désencerclement, des lacrymos puissance 10 000, et ça a duré des mois et des mois. Ils n'ont pas réussi à déloger la ZAD, mais malgré tout, il y a eu des blessés graves, des gens qui ont été mutilés, là aussi, dans l'indifférence totale, des gens qui sont après mobilisés pour la loi travail, et après des gens qui se sont mobilisés pour les gilets jaunes. Ils n'étaient pas très concernés par ce qui se passait sur la ZAD. Et bien évidemment, avant même les ZAD, le problème des banlieues, de la violence et de la répression policière dans les banlieues, dans nos quartiers. Cette violence des quartiers, elle est encore un peu particulière parce qu'elle est l'héritage, en fait, des violences coloniales exercées par la France colonialiste. C'est-à-dire qu'elle a tout simplement déporté dans les quartiers les violences qu'elle exerçait dans les pays qu'elle avait, soi-disant, de mener sur un éveil intellectuel et démocrate. Voilà. Donc, les violences en banlieue, c'est pas des violences qui viennent, c'est pas des bavures, c'est pas par hasard qu'Adama Traoré a été étouffé dans un commissariat, dans une gendarmerie, pardon, à Beaumont-sur-Oise. C'est pas par hasard que notre collectif, qui malheureusement fait ce recensement morbide chaque année des personnes qui sont décédées suite à une rencontre macabre avec la police, recense plus d'une trentaine de personnes chaque année en France qui décèdent après une rencontre macabre avec la police, et que la plupart des gens que nous devons comptabiliser, malheureusement, sont issus des quartiers populaires. Le racisme d'État, je sais que la dernière fois que j'ai dit ça, on m'a dit « Ouais, quand même, fais gaffe, il y a des gens, si tu leur dis ça, ils vont se sentir pas bien, parce que ce racisme-là, il n'est pas forcément assumé, parce que la plupart des gens qui sont là, bien sûr, vont se dire « Mais moi, je ne suis pas raciste ». Mais il n'empêche qu'on vit dans un État qui est raciste et qui, malgré nous, nous imprègne. Je tiens à préciser à ce stade-là que moi, je ne vis pas du tout en banlieue, je n'ai jamais vécu en banlieue, et que malgré les apparences, je ne fais pas la barbichette, je ne me mets pas sur un tapis, je ne suis pas en train de défendre ma cause, de ce que je veux dire, parce que parfois ma couleur paraît à défaut, et on pourrait croire que je suis plus vindicative à cet endroit-là parce que je serais concernée. Or, pas du tout, hein. Moi j'ai grandi dans le Médoc, comme banlieue, on peut faire mieux. C'est par l'expérience de notre collectif que je suis arrivé à tirer nous sommes arrivés à tirer ces conclusions, et par la rencontre avec les familles de personnes qui sont décédées. Donc ce racisme d'État, le policier, il intègre. Quand il arrive en banlieue, il est décomplexé. Vous savez qu'à l'heure actuelle, dans leur formation de policiers, ils ont des fiches ethniques. Je dis bien en 2019 en France, vous pouvez la trouver sur notre site internet, où on distribue des fiches aux policiers, où on leur dit « Alors monsieur le policier, quand tu rencontres un noir, voilà comment il faut se comporter. » Parce que vous savez, le noir, il est sympa, il danse bien, donc lui, il est moins agressif qu'un maghrébin. Si vous rencontrez un maghrébin, soyez plus attentifs, soyez sur vos gardes, parce que le maghrébin, lui, il a tendance quand même à être un peu agressif. Souvenez-vous de la guerre d'Algérie. Alors qu'en fait, pour l'Afrique noire, la décolonisation a été aussi grave. Il y a eu des milliers de morts au Cameroun. Tout le monde s'en tamponne le cul. Donc voilà comment on conditionne petit à petit cette police aussi à avoir des comportements complètement décomplexés en banlieue. Et comme en plus, effectivement, derrière, il y a une impunité, ben, comment voulez-vous que des policiers se retiennent de mettre un coup, de faire des contrôles aux faciès, de s'asseoir gentiment sur Adama Traoré, quand 5 ou 6 ans auparavant, ils se sont assis sur la mine Dieng pendant tant d'heures que son cerveau sortait par les oreilles,
tellement ils l'ont compressé la boîte crânienne, et que 10 ans après, la famille n'a obtenu aucune justice. Donc cette impunité fait que quand ils arrivent dans les banlieues, effectivement, ils sont tranquilles. Zied et Bouna, tout le monde se souvient de cette histoire, ils n'avaient rien fait. Ils ont eu peur de la police. Pourquoi ils ont eu peur de la police? Ben, quand on est en banlieue, la première chose qu'on apprend, c'est que quand on voit des policiers, si on ne peut pas se faire marder, même quand on n'a rien à se reprocher, ben on s'en va, on fuit. Et beaucoup de morts sont dues à des courses-poursuites, parce que les personnes avaient simplement peur de se faire contrôler, de se faire maltraiter, et que du coup, la solution de facilité, ça a été de s'enfuir. Ce n'était pas une solution de facilité. Les pauvres Zied et Bouna, ils sont partis, ils sont morts, quoi. Alors, je vous parle de gamins de 17 ans qui ont fini dans un transformateur. Si vous avez suivi un peu les débats de ce procès, le cynisme des policiers qui ont laissé ces jeunes aller à la mort en toute connaissance de cause devrait tous aujourd'hui nous interpeller. Donc cette violence que subissent les gilets jaunes aujourd'hui, malheureusement, elle a déjà beaucoup de passifs. Et si les banlieues voulaient aussi elles-mêmes regarder dans leur rétroviseur, elles sauraient qu'en juillet 1942, c'est les gendarmes et la police qui ont conduit des tas de juifs au Veldiv pour après les amener dans les camps de concentration et à la mort. Donc la police et les gendarmes sont au service des gouvernants, et comme les gouvernants ne sont pas à notre service, eh bien malheureusement, ils se retournent contre nous quand on leur demande de le faire, et ils le font bien, hein, ils le font vachement bien. Pour finir, avant de laisser la parole à Maître Berrier, sur un arbre perché, je voulais vous dire deux choses. Non, je vais rester assise. Ne vous emballez pas. Au-delà de la répression que subissent les Gilets jaunes avec donc des choses horribles, nous dans notre collectif, depuis qu'on essaye d'apporter tant bien que mal notre expérience et notre soutien aux personnes qui sont blessées, à l'heure actuelle, il y a 440 Gilets jaunes qui sont en prison. Quand vous regardez le pourquoi ils sont en prison, ça fait quand même flipper. Il y a des gens qui se prennent du sursis parce qu'ils ont balancé un pot de rillettes sur un policier. Alors c'est sûr que s'il sort du frigo ou du congélo, ça peut faire mal. Mais concrètement, 2 mois de prison pour un pot de rillettes, pour des policiers qui sont quand même suréquipés, hein, quand un policier part au travail, il a il a un taser, il a un tonfa, il a des grenades de désencerclement, il a des lacrymogènes, il a des canons à eau. Enfin, il a un arsenal militaire, quasi militaire, face à des gens qui sont quand même à poil, quoi. Voilà. Donc, notre collectif voit chaque lundi à sa permanence se défiler des gens qui ont d'abord été blessés, puis maintenant amendés, donc interdit de manifester. Il faut savoir que quand on est gilet jaune aujourd'hui, on ne peut plus mettre son gilet jaune quand on part à manifestation. Je vais vous raconter une anecdote. À la sortie d'une manifestation, j'ai croisé une mamie, elle avait 80 ans. Je quittais la manifestation un peu plus tôt que d'habitude, puisque je crois qu'on était encore invité pour faire une conférence. Et la dame n'avait pas de gilet. Et on commence à discuter. Et elle a pris son pantalon comme ça. Je vais vous faire le truc parce que ça m'a choqué. Elle a ouvert son pantalon comme ça, elle m'a fait « Moi aussi, je suis gilet jaune. » Ouais, c'est pas rigolo. La pauvre mamie de 80 balais, elle cachait son gilet jaune dans son slip, quoi. Dans son slip, quoi. Voilà où on en est, quand même. Voilà où on en est. Je dis ça pour les gens qui n'ont pas conscience de vraiment comment ça se passe, ces manifestations. Voilà. Donc aujourd'hui, après nous avoir mutilés, blessés et emprisonnés, la dernière solution de l'État, c'est de nous mettre des amendes de 135 € dès qu'on manifeste. Et au-delà, je vais essayer de conclure assez rapidement, au-delà des militants qui ont mangé la pilule rouge et qui ont les yeux comme ça, maintenant qui ne reviendront jamais en arrière, qui ont compris qu'ils vivent dans une société qui n'est pas démocratique, que la République, les droits de l'homme, ça reste quelque chose encore à conquérir et à inventer. C'est ce qu'on essaye de faire tous les samedis et dans les réunions et dans les collectifs. Au-delà de ça, il y a aussi une volonté de ces États autoritaires de nous ficher, de nous surveiller et d'instaurer, comme je vous le disais, cet état de Big Brother. Les caméras de surveillance à Bordeaux, elles sont partout. Vous avez entendu parler du fichier des gens honnêtes avec notre carte d'identité. Aujourd'hui, tout le monde est fiché. Il y a plus de 58 fichiers policiers à l'heure actuelle. Vous êtes forcément dans un de ces fichiers. Donc, il y a une volonté de nous ficher, de nous contrôler, soit parce qu'on est des manifestants, soit parce qu'on est des consommateurs. Et parfois, on est les deux, bien évidemment, puisque les manifestants, eux aussi, ils mangent, donc eux aussi, ils consomment. Donc, il faut absolument prendre conscience de ça.
Nous n'avons pas vraiment les solutions pour vous dire comment on y échappe. Ça, c'est quelque chose qu'on construira collectivement et qu'on essaie de construire collectivement. C'est très difficile de militer quand on ne peut plus s'envoyer de textos, quand on ne peut plus se passer un coup de fil, quand dès qu'on se réunit, on est sous une caméra et donc du coup, on ne peut rien dire parce que les caméras font des zooms tellement gros qu'ils peuvent quasiment lire sur nos bouches qu'est-ce qu'on est en train de dire. Et pour finir sur, je vais vous lire un tout petit bout du communiqué que le CLAP avait fait en 2017. En 2017, c'était la première clôture, la première mouture de notre collectif. Il se trouve qu'avec Ophélie, on avait gagné le procès qui concernait donc les violences policières que j'avais subies et que les camarades qui m'avaient accompagné pendant 8 ans, qui a duré cette procédure et avec qui on a monté ce collectif et qui ont fait un travail de fond mais extraordinaire. Notre site en témoigne de ce travail de fond, de toutes les choses qu'on a pu produire, écrire pour essayer de vous alerter sur tout ce que je vous ai dit, dans n'importe quel ordre. Désolé pour le côté un peu brouillon de mon intervention. En 2017, mon procès est gagné. On a beuglé pendant 8 ans dans le désert et on a l'impression vraiment qu'on est au bout du rouleau, nous, épuisés intellectuellement, physiquement, et que, voilà, on a fait ce qu'on a pu, mais que les Français dorment et qu'on peut rien faire, quoi. On est arrivé au bout. On est arrivé au bout. Donc on a écrit un communiqué qui est assez long, que vous pourrez trouver aussi sur notre site internet, clap33.com. Je fais bien la pub, hein, clap33.com. Qui s'intitulait « Dernière sommation ». Je vais juste vous lire un tout petit bout de ce communiqué qui s'adresse à toutes les personnes qui n'ont pas encore mangé la pilule, mais qu'il faudrait qu'ils le fassent rapidement pour nous et pour nos enfants. Parce que nos enfants, eux, ils vivent avec les nouvelles technologies. C'est encore plus difficile pour eux de combattre un système ils sont nés dedans et donc ils ont malgré eux complètement intégré. On a beau essayer, nous, parents, d'être vigilants sur attention à ton téléphone, etc. Malgré tout, ils vivent dans cette modernité et dans ce monde qui est en train de s'effondrer sur les droits climatiques qui sont aussi cette urgence dans laquelle il faut vraiment, vraiment qu'on se bouge le cul rapidement, quoi. Donc, un tout petit bout de ce communiqué. Dernière sommation. Nul ne peut ignorer les abus, violences et crimes policiers. Nul ne peut plus ignorer les victimes de toutes les formes de répression et d'oppression. Nul ne peut plus ignorer les technologies qui nous manipulent, nous contrôlent et nous privent d'autonomie. Nul ne peut plus ignorer que nous vivons sous une forme nouvelle de dictature silencieuse, participative et consentie, mais toujours totalitaire. Après presque 10 ans, issus de métissage de ces nuls à ce jour, nous constatons la radicalisation de la police au service d'un État autoritaire. Voilà comment commence ce long communiqué que je vous encourage à lire et le triste constat que nous avons fait il y a 2 ans. Et aujourd'hui, on pourrait en rajouter des lignes. Donc pour ceux qui ne sont pas encore mobilisés avec les Gilets jaunes, et je peux comprendre parce que cette répression est telle qu'on a peur de revenir sans les mains, sans les yeux, sans les jambes, il va falloir trouver du courage. Et à tous mes camarades Gilets jaunes qui se sont déplacés, je vous remercie. À tous et à toutes, beaucoup de courage, beaucoup d'amour. Désolé, désolé. Ah non, c'est enchaîné, merci. Bon, elle ne m'a pas facilité le boulot pour enchaîner, hein. Alors moi, je vais être moins politique et plus dans mon domaine. Donc, je ne vais pas faire un cours de droit, mais pas loin, hein. L'idée, c'est d'aborder la question de la répression étatique. Alors, sur le mouvement des Gilets jaunes, parce qu'il a quand même une particularité, ce mouvement, ça a été son ampleur et sa durée, et qui continue à durer encore, et qui a permis de mettre en exergue un certain point, enfin certains mécanismes, je dirais, de ce qu'on peut appeler effectivement la répression de l'État. Alors, les lois répressives, déjà, il faut qu'on se mette d'accord sur ce que ça veut dire. C'est-à-dire que pour nous, juridiquement, une loi, elle est répressive quand elle va venir porter une atteinte disproportionnée à un droit fondamental. Alors là, en l'occurrence, je parlais particulièrement du droit de manifester, mais c'est valable dans beaucoup de domaines. Quand on a une liberté fondamentale comme la liberté de manifester, on a souvent une autre liberté qui va venir à un moment donné la limiter. Ça va être là, en l'occurrence, ce qui est avancé pour justifier un certain nombre de choses, la sécurité des biens et des personnes. Et l'objectif de la loi, en principe, l'objectif du législateur, c'est de venir concilier, de trouver un équilibre entre des droits fondamentaux. Vous le savez tous, la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. C'est l'idée des lois lorsqu'elles sont émises. Sauf qu'à un moment donné, quand une loi vient faire primer un intérêt en particulier et vient déséquilibrer
les intérêts fondamentaux et vient porter atteinte gravement à des droits fondamentaux, c'est là qu'on estime que les lois, elles sont répressives. Alors je ne vais pas reprendre effectivement tout ce qu'a dit Myriam, mais de façon, voilà, dans le domaine du droit, effectivement, depuis ces dernières années, et notamment depuis les attentats, on a vu des lois de plus en plus répressives sous couvert d'un besoin sécuritaire. Ça, c'est quelque chose qui est tout le temps mis en avant. Et sur le droit de manifester, alors qu'on soit bien d'accord là aussi, le droit de manifester, c'est quand même un droit qui est fondamental. Pourquoi il est fondamental? Parce qu'il est protégé. Alors, ce n'est pas un droit qui est inscrit dans la Constitution, c'est un droit qui est inscrit dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dont on a déjà parlé, mais qui a une valeur constitutionnelle, donc qui est vraiment en haut de la hiérarchie des normes. C'est un droit qui est protégé aussi par le droit européen, c'est un droit qui est protégé par tous les pactes que la France a signés, donc de façon internationale. Donc c'est une liberté fondamentale. C'est pas juste joli de le dire, c'est pas juste pour dire attention, c'est un droit important. Ça implique des choses, une liberté fondamentale. Ça implique qu'on ne peut y porter atteinte que de façon extrêmement proportionnée. Il faut que ce soit absolument nécessaire. Et c'est toute la question des différentes lois et de tous les mécanismes qu'on voit aujourd'hui, c'est de savoir s'ils sont nécessaires parce qu'ils portent clairement atteinte à ce droit-là. Alors, on pourra ouvrir le débat, mais c'est pas uniquement le cas, effectivement, sur les droits de manifester. On en a un petit peu parlé avant. C'est aussi le cas sur le traitement des données personnelles, sur la liberté d'expression, sur la liberté d'aller et venir, sur tout un tas de droits à l'heure actuelle qui sont quand même mis à mal sous couvert de vouloir défendre un besoin sécuritaire qui peut se discuter parce que, là encore, je ne suis pas là pour faire de la politique, mais c'est un des arguments. Maintenant, on voit effectivement, et là de façon pratico-pratique, c'est pour ça que je vais parler de cas que moi j'ai pu avoir à traiter en tant qu'avocate et de ce qu'on voit, parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui avec la manifestation des Gilets jaunes. Il y a à mon sens deux aspects qui viennent montrer un certain nombre de mécanismes. Donc j'ai décidé de choisir deux axes, qui sont l'axe d'abord de la répression, je dirais directe et physique qu'on a abordé, les victimes de violences policières, ça c'est un des premiers actes de répression, et le deuxième qui est peut-être plus insidieux, en tout cas peut-être moins visible, mais qui est l'axe de répression judiciaire et les poursuites qui sont engagées à l'encontre des manifestants. Et là, sans spoiler la fin, on verra quand même qu'il y a quelque chose, il y a un glissement qui est en train de s'opérer où on arrive à un amalgame manifestant égale délinquant. Et c'est un peu le sens des poursuites et de tous les mécanismes qui se mettent en place pour dissuader les gens de pouvoir exercer librement leur droit de manifester. Ce qui est assez terrible, je rebondis sur ce que tu viens de dire, c'est vrai qu'on est quand même à l'heure d'aujourd'hui en train de dire pour une militante, 25 ans que tu milites, etc., de dire c'est compliqué de manifester. Ça devrait bien évidemment pas l'être. C'est-à-dire qu'on est quand même en train de perdre de vue des choses qui sont fondamentales. Le droit de manifester, tout le monde aujourd'hui devrait pouvoir aller manifester dans la rue sans avoir aucune crainte et aucune peur. Et c'est plus le cas, c'est là où effectivement on peut se poser la question d'un basculement sur une répression qui va trop loin. Alors sur le premier axe qui est la question des victimes de violences policières, alors j'ai quand même ressorti des chiffres parce que on peut aussi se poser la question, qu'est-ce que c'est une violence policière? Est-ce que ça existe? Comment ça se passe? Il y a peut-être des gens qui sont extrêmement sceptiques. Alors il y a des choses, c'est pas moi qui le dis, c'est le défenseur des droits. Le défenseur des droits, c'est quand même une institution importante, surtout à l'heure actuelle, parce que c'est une des autorités indépendantes à l'heure actuelle. Donc il a tout pouvoir pour mener des investigations, il est indépendant du pouvoir exécutif, et vous allez voir que dans tout ce que je vais vous dire, il n'y en a pas beaucoup à l'heure actuelle vers qui on peut se tourner qui sont indépendants du pouvoir exécutif. Le défenseur des droits en fait partie, et en avril 2019, lorsqu'il a rendu son rapport d'activité, il a parlé assez librement de ce qu'il pensait. Il s'est d'ailleurs fait assez vite recadrer par le gouvernement, mais il s'en fiche, il est indépendant. Mais quand même, il a expliqué un certain nombre de choses. Au mois d'avril, il expliquait que sa marge d'activité, sa saisie avait quand même été augmentée de 30%, et on n'avait pas encore fini, bien évidemment, le mouvement des Gilets jaunes, par rapport aux années précédentes, et notamment énormément sur la question des victimes de violences policières. Alors, la victime de violences policières, j'ai envie de dire, il y a deux problématiques majeures. Je vais vous donner des exemples concrets, c'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai quelqu'un qui vient me voir à mon cabinet, qui m'explique qu'il manifeste, et que sur la place Péberlan, à un moment donné, il y a tellement de gaz lacrymo qu'on n'y voit plus rien, qu'on ne sait pas ce qui est en train de se passer, parce qu'on ne sait pas s'il y a des mouvements de manifestants, de Black Bloc aussi, ou de policiers, et que donc la personne se met en retrait dans une porte cochère, camouflée comme elle peut, puis elle donne du sérum phi à un de ses copains, et paf, elle se prend un tir de LBD dans la jambe. Et puis elle voit juste un policier passer en courant pour ramasser la balle.
bah là c'est terminé, on ne peut rien faire. On peut simplement rien faire parce qu'on n'aura jamais les éléments de démontrer quoi que ce soit. Elle ne sait pas d'où vient le tir, on n'y voyait rien. Ce qu'on peut en déduire, c'est quand même qu'il y a des policiers qui tirent en aveugle sur des civils. Voilà la seule chose qu'on peut en tirer comme conclusion. Sauf qu'on n'arrivera jamais à démontrer qu'elle a été victime d'un LBD parce qu'on n'a pas de balle, parce qu'on a juste un bleu, qu'elle a pu se faire n'importe comment et qu'on ne pourra jamais rien démontrer. Ça, c'est terrible parce que pour cette personne, et c'est un petit peu ce que disait Myriam, la violence, l'éveil à un moment donné de violence qu'on ne soupçonnait pas, vient se mêler aussi un sentiment d'injustice complet. C'est-à-dire que non seulement on estime que le policier qui est censé, à la base quand même, je rappelle, la police est là pour nous protéger, devient un attaquant et qu'en plus on peut se tourner vers rien du tout pour essayer d'obtenir justice. Donc ça crée ce sentiment d'injustice qui est assez terrible. Alors dans ce cas de figure-là, il n'y a pas 50 000 possibilités, c'est-à-dire qu'on rentre sur la question de est-ce que les policiers ont le droit d'utiliser des LBD, est-ce que les manœuvres policières dans le cadre des manifestations sont légales et légitimes. C'est des combats qui sont extrêmement compliqués à mener et surtout pour l'instant qui sont des coups d'épée dans l'eau. Il y a des confrères qui ont saisi les instances internationales. On a eu des réponses du Parlement européen, alors j'ai ressorti les dates. On a des très jolies réponses. On a une résolution du Parlement européen qui a été rendue en février 2019, alors qui ne visait pas que la France. C'est un peu dommage que les États membres visés n'ont pas été nommément visés, mais ça visait la France, la Pologne, la Roumanie et l'Espagne, où il y a des questions de répression, notamment donc, sur le droit de manifester. On a des textes où on a le Parlement européen qui vient dire à la France... on encourage les autorités compétentes à garantir des enquêtes transparentes lorsqu'il y a des allégations de recours disproportionnés à la force. On rappelle aux États membres que les services répressifs doivent toujours rendre des comptes dans l'exercice de leurs fonctions. Et surtout, on fait observer aux États membres que le recours aveugle à la force contre la foule est contraire au principe de proportionnalité. C'est bien, le gouvernement a dit « je m'en fiche », et voilà un petit peu où on en est. On a eu aussi après une jolie... résolution de l'ONU avec des observateurs de l'ONU, alors qui continuent quand même à travailler sur le terrain, qui ont été saisis. On se pose, nous, la question, les avocats, et notamment dans le syndicat dans lequel je fais partie, de savoir comment on peut exercer des recours internationaux pour faire bouger ces lignes-là, parce que pour les clients qui viennent nous voir, comme cette personne dont je vous parlais, c'est les seuls recours qu'on a et qui existent. Et donc l'ONU a dit à peu près la même chose en disant, on était à ce moment-là en février, 1700 personnes auraient été blessées dans tout le pays en France. On savait qu'à ce moment-là, il y avait à peu près au moins une centaine de mutilés graves. Et donc là, ça a quand même un petit peu ému les observateurs de l'ONU, qui d'habitude se déplacent quand même sur d'autres pays que la France, et donc qui ont pareil, de la même façon, rappelé un certain nombre de choses à la France, qui a dit... ils ont expliqué qu'ils craignaient quand même que la réponse disproportionnée aux excès puisse dissuader la population de continuer à exercer ses libertés fondamentales, à savoir le droit de manifester. Donc on a des réponses, mais je vous laisse apprécier de façon concrète ce qu'il en est ressorti. C'est-à-dire pas grand-chose. Donc sur ce type d'événement-là, on est assez démunis en termes de recours. Il y a le deuxième cas de figure qui est la victime de violences policières qui va pouvoir monter un dossier. Elle va pouvoir monter un dossier parce que soit il y a des témoins, soit il y a des vidéos, soit on a suffisamment d'éléments. Alors c'est vrai que quelqu'un qui se prend un flashball et qui perd son œil ou une grenade de désencerclement et qui perd sa main, tout de suite, ça laisse quand même présupposer qu'il y a quand même eu un problème. Donc on peut commencer à envisager qu'il y a eu une infraction et puis on peut commencer à essayer de monter des dossiers. Mais là où c'est extrêmement compliqué, on va retomber un peu sur les questions de la police, de l'exécutif, c'est qu'à un moment donné, une victime de violence policière, elle doit aller, c'est un préalable obligatoire, déposer plainte entre les mains de policiers ou du procureur de la République qui est le chef des policiers. Toujours un peu compliqué. Et puis alors là où il y a une absurdité complète, c'est qu'il faut savoir, je préfère le redire si je pense que vous le savez quand même, mais je préfère que ce soit bien clair. Il faut quand même savoir que les policiers, ils n'ont pas un pouvoir décisionnaire, eux, très important. C'est-à-dire qu'ils répondent à des ordres et ces ordres émanent du parquet, des procureurs de la République, qui eux-mêmes détiennent leurs ordres de qui? Leur supérieur à eux, c'est le ministre de la Justice, c'est le garde des Sceaux. Donc on a une politique pénale qui part de l'exécutif, alors qui est plus ou moins précise et plus ou moins directe, parce qu'on peut avoir des choses sur, bon, on n'est pas loin de la dépénalisation, sur une petite détention de stupes, les gars, donc les procureurs partout en France disent à leurs policiers, bon, on va aller sur des amendes ou des... Voilà,
C'est ça la politique pénale pour qu'elle soit censée être égalitaire sur l'ensemble du territoire. Donc ça part quand même de l'exécutif, c'est transmis aux procureurs qui eux-mêmes transmettent leurs ordres plus ou moins précis à leurs policiers sur place. Donc c'est toujours compliqué quand on a quelqu'un qui est victime de violences policières d'aller s'adresser au procureur qui lui-même a donné l'ordre. Parce que très clairement, il ne va pas dire « Ah non, bah oui, ça, je me suis trompé, je n'aurais jamais dû dire ça ». Je ne l'ai jamais vu. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai eu à traiter ce genre de dossier, on sait que c'est un coup d'épée dans l'eau, on sait que la plainte entre les mains de la police ou du procureur ne donnera rien. Sauf que c'est un préalable obligatoire pour pouvoir saisir un juge indépendant. Voilà. Et alors, ce qui est assez terrible, je n'avais pas pensé en parler, mais quand tu parlais de ces apports législatifs, on a encore des réformes qui viennent de se mettre en place, notamment en 2019, et qui vont toujours, en fait, dans ce même sens répressif, en tout cas, qui laisse de moins en moins de place aussi à la victime, parce que ce point de départ pour la victime, pour pouvoir avoir accès à ce juge indépendant, il a encore été reculé avec la dernière loi, puisque même quand on saisit le juge d'instruction, le procureur peut dire « Ah, attendez, je vais peut-être faire des investigations, 3 mois de plus, on verra ». Et le juge ne peut pas faire grand-chose. Donc on recule toujours un petit peu l'accès comme ça à ce véritable recours. Alors il y a un autre recours qui existe, qui est de saisir l'IGPN. Alors c'est effectivement censé être une branche indépendante de la police qui va pouvoir aller enquêter sur les collègues policiers. Je ne vais pas vous dire tout le mal que j'en pense, mais effectivement, pour avoir des procédures où on a des rapports de l'IGPN, c'est très peu satisfaisant en ce moment. On n'a pas du tout des enquêtes qui, à mon sens, sont suffisantes, avec des conclusions qui sont bâclées, et là encore, qui sont apportées au procureur de la République. Donc, si vous voulez, on tourne toujours un petit peu en rond, on a toujours un espèce de manège entre le pouvoir exécutif, le procureur, les policiers. Et donc pour une victime, c'est quand même à un moment donné très déconcertant, parce qu'il ne faut pas oublier que quand on est victime, on vient de se prendre dans la figure quand même de façon littérale et concrète de la violence, et qu'on se retrouve aussi confronté à la violence judiciaire et à cette difficulté de mettre en place des recours. J'ouvre quand même, je ne vais pas rester sur cette note complètement défaitiste, il y a quand même encore des juges d'instruction, même si on essaye d'en limiter de plus en plus l'accès, et voire même, ça a été envisagé, sous chaque réforme, on parle de faire disparaître le juge d'instruction. Ce n'est pas possible pour la simple et bonne raison à l'heure actuelle que le parquet étant dépendant donc de l'exécutif, comme je disais, c'est impossible d'enlever un juge indépendant, mais on essaye par tous les moyens de le contourner. Mais on a encore ces juges d'instruction qui font, pour certains d'entre eux, correctement le boulot. Et puis on a ce défenseur des droits aussi qui a des pouvoirs d'investigation qui sont quand même assez importants et qui permet de venir ramener au moins l'idée d'un recours effectif. Et d'ailleurs, dans le procès de Myriam, ça avait été quelque chose d'important, le rapport du défenseur des droits. Et c'est ce qui nous avait permis de pouvoir aussi aller saisir une juridiction pour avoir la responsabilité de l'État. Et alors là, je ne vous en parle même pas, la responsabilité de l'État, autant vous dire qu'il faut s'accrocher, voilà, faut s'accrocher, 8 ans de procédure, enfin voilà. Donc on est sur des choses qui sont extrêmement complexes, et ça passe aussi par ça, j'ai envie de dire, la répression étatique, parce que quand un policier qui potentiellement commet une violence n'est pas inquiété immédiatement et sait que le parcours sera un parcours du combattant pour la victime, c'est une des expressions, à mon sens, de la répression. L'autre axe que je voulais aborder, c'est la question des poursuites qui sont engagées à l'encontre des manifestants. Et alors là, on a vu, notamment sur les Gilets jaunes, tout un tas de petits moyens que le procureur a mis en place pour essayer de dissuader les gens de venir. Alors à un moment donné, on peut se poser la question de pourquoi il le fait. Très clairement, on a la réponse quand on a vu s'accumuler en fait tous les différents moyens. Et puis alors on a aussi des choses qui sont assez folle, puisque je crois que c'est... Alors je ne sais plus quel média l'avait diffusé, mais on avait mis la main sur des notes internes du parquet de Paris qui expliquaient que c'est pas grave, quand on prend des manifestants et qu'on n'a rien à leur reprocher, on les garde le plus longtemps possible en garde à vue. On est quand même en train de basculer, enfin je veux dire, la garde à vue, c'est une privation de liberté. C'est-à-dire que là, on parle du droit de manifester, mais enfin, je veux dire, dans les droits fondamentaux, il y a quand même la liberté d'aller et venir. Quand on vous empêche d'aller et venir, quand on vous place dans une geôle, c'est quand même, on est dans les atteintes ultimes aux droits fondamentaux. Et quand on a un parquet qui fait des notes pour dire, mais gardez-les le plus longtemps possible, parce que soit ils ne pourront pas aller à la manif, soit ça va bien les calmer quand même pour y retourner, on est effectivement en train de se poser des questions sur le sens de la loi et de la justice aujourd'hui. Donc on a ces gardes à vue à répétition. Il faut savoir aussi que là, juridiquement, on a les mains liées, c'est-à-dire que les gardes à vue,
incontesté, incontestable. Que ce soit très clair, autant des détentions provisoires qui sont injustifiées, on peut avoir des recours, autant les gardes à vue, il suffit que le policier soupçonne que vous alliez peut-être commettre une infraction, ça justifie une garde à vue. Donc, et puis il n'y a pas de recours contre ces gardes à vue, voilà. Donc, ils ont les mains libres sur les gardes à vue et ils s'en sont servis de façon très libre, justement parce qu'ils savaient qu'ils n'avaient pas les mains liées. Alors, il y a les gardes à vue, il y a les poursuites qui sont engagées contre les manifestants. Alors là, on a eu effectivement tout un... Alors, ils avaient déjà de quoi faire avec un certain nombre de textes. Il y a l'outrage et la rébellion, ça va vite quand même comme infraction à pouvoir poursuivre. Et puis, on a eu effectivement tout ce qui est ne pas s'être dispersé après sommation. Ça, on en a aussi beaucoup vu et entendu. Donc, on a plein de petites infractions comme ça qui, au final, vont... parfois, j'ai envie de dire même de plus en plus souvent, mener à des relax, mais qui vont permettre de créer cette garde à vue. Et quand on a quelqu'un qui sort de garde à vue et qui est renvoyé devant le tribunal correctionnel, autant vous dire qu'il est comme ça et qu'il ne retourne pas manifester. Et très honnêtement, moi j'expliquais à mes clients quand ils venaient me voir en sortie de garde à vue qu'ils ont une convocation, parce qu'en plus on met les convocations très loin, à 6 mois ou 8 mois, en leur disant mais attention, parce que si effectivement vous vous faites recontrôler ou réinterpeller dans le cadre d'une manifestation, on voit que vous avez déjà été convoqué, on va peut-être se dire, du coup, on passe en comparution immédiate. Et la comparution immédiate, on sait que ça peut être aussi des enjeux de détention qui sont beaucoup plus élevés. Et puis alors, pour peu que vous fassiez interpeller le samedi et que le tribunal ne se réunit que le lundi, vous allez passer un jour ou deux à la maison d'arrêt de Gradignan. Bon, il n'y a pas beaucoup de manifestants qui ont envie de se lancer dans cette aventure-là non plus. Donc c'est aussi un moyen dissuasif d'aller poursuivre sur des infractions qui parfois ne tiennent pas, et à mon sens, très souvent ne tiennent pas. Et donc, c'est un des moyens de ces poursuites. Quand je vous disais que le parquet peut justement aussi contrôler ça, c'est qu'il a l'opportunité des poursuites. Et ça, on ne peut rien y faire non plus. C'est-à-dire que c'est le procureur de la République qui décide comment il qualifie l'infraction, qui décide s'il renvoie la personne devant le tribunal correctionnel, qui décide s'il la renvoie devant telle juridiction, telle autre, qui peut squeezer le juge d'instruction s'il n'a pas envie de le saisir, qui peut faire un certain nombre de choses. Donc on a tous ces pouvoirs concentrés dans ce parquet, et on voit que petit à petit, les contre-pouvoirs qui peuvent exister, qui sont des juges indépendants, sont de plus en plus limités, de moins en moins accessibles. Donc c'est aussi par ça, à mon sens, que passe la question de la répression à l'heure actuelle. Et puis on a les amendes dont on a discuté, qui sont de plus en plus aussi des moyens, on touche au portefeuille pour empêcher les gens d'aller manifester. Et puis on a vu aussi, à mon avis, des glissements. Alors ça a été cette loi anti-casseurs qui est venue dire on peut aller faire des fouilles de bagages ou des contrôles d'identité aux abords d'une manifestation. Alors déjà, moi, il faut m'expliquer ce que c'est un abord. C'est quoi? C'est 10 mètres, 20 mètres, 50 mètres, 300 mètres. Donc c'est entendu de façon très large et puis à la discrétion des policiers. Mais on est encore, à mon avis, sur des atteintes extrêmement graves. Et on sait que les policiers ont tendance à glisser assez rapidement sur ce genre de questions, puisqu'on a le droit de fouiller, faire une inspection, par exemple, visuelle de bagages, mais on a eu des témoignages de personnes qui se faisaient régulièrement saisir les biens, c'est-à-dire qu'on fait saisir un masque, un casque, peu importe, tout un tas d'objets, sauf que pour qu'il y ait une saisie de quelque chose qui vous appartient, il faut qu'il y ait une procédure. On ne saisit pas les biens d'un citoyen comme ça parce qu'on est policier. Sauf qu'on a pu tester en situation réelle et on s'est rendu compte que ces saisies, elles reposaient sur aucune procédure et donc ça s'appelle du vol. Voilà. Alors c'est vrai qu'on inverse un peu les choses, c'est difficile dans l'imaginaire collectif, alors peut-être pas pour tout le monde, mais pour certains, d'entendre que c'est des policiers qui commettent des vols et en plus sont des vols aggravés parce qu'ils sont commis par personne dépositaire de l'autorité publique. Idem pour la question des contrôles d'identité, c'est-à-dire qu'on a eu des témoignages assez réguliers de personnes qui expliquaient que les policiers sortaient leur téléphone et prenaient en photo, d'ailleurs avec les masques saisis ou avec la carte d'identité, etc. Enfin, je veux dire, c'est pareil, c'est une atteinte au traitement des données personnelles. Il peut y avoir du fichage, et j'ai envie de dire, il y en a largement assez, et comme le disait Myriam, il y a énormément de fichiers. Vous êtes vraisemblablement quasiment tous au moins dans un fichier parce qu'il suffit d'apparaître à un moment donné sur une contravention, sur un témoignage, sur quoi que ce soit, c'est fiché. Il y a très peu d'autorités de contrôle sur ces fichages-là, mais alors là, on est encore en train de franchir une étape supplémentaire en disant mais il n'y a pas de problème, je peux prendre une photo. Non, pas du tout. Enfin, je veux dire, c'est pas prévu, il n'y a pas de textes légaux qui permettent à un policier de prendre des photos comme ça. Et c'est fait de façon assez régulière et ça passe sans trop de difficultés. Donc c'est
c'est quand même effectivement assez inquiétant de voir ces dérives-là et de voir aussi qu'on a beaucoup de difficultés à avoir des recours sur ces questions-là. Donc il faut quand même prendre conscience de toutes ces dérives. Alors sachant que de façon très concrète, pour parler de ce qui se passe dans les salles d'audience aussi, parce qu'on a des magistrats indépendants pour le coup qui jugent ces dossiers-là, les magistrats ils sont quand même en général assez déconnectés de la réalité qu'il peut y avoir sur les manifestations. Souvent les sujets de revendication de toute façon ne les intéressent pas. Et j'ai envie de dire, c'est pas tant mon problème parce que je leur demande pas de faire de la politique, je leur demande de faire du droit. Mais à un moment donné, quand même dans l'imaginaire collectif, mais surtout dans l'imaginaire des magistrats, policier contre prévenu, c'est le policier qui gagne. À force d'entendre quand même régulièrement dans ces audiences-là les prévenus s'expliquer et expliquer ce qui se passait, ça commence à mettre la puce à l'oreille aux magistrats qui se disent il y a quand même peut-être un souci. On a de plus en plus, on a quand même, alors je parle pour Bordeaux parce que je ne peux pas parler pour les autres juridictions, à Bordeaux on a quand même des magistrats qui sont assez sensibles aux questions de procédure et aux questions d'infractions qui n'existent pas ou qui ne sont pas démontrées et qui relaxent de façon assez régulière les prévenus. Mais on entend quand même à ces audiences des choses qui sont assez hallucinantes. Je pense à une situation où ma cliente était renvoyée pour refus de se disperser après sommation. Elle explique que, parce qu'il faut savoir que dans ces fichiers-là, les policiers ne prennent même pas le temps de faire des PV ou quoi que ce soit. On a des espèces de fiches de contexte, de fiches de mise à disposition, on a 3 renseignements et on se débrouille avec ça. Et où elle explique qu'elle arrive très tardivement sur la place Péberlan, qu'elle n'a pas du tout entendu les sommations qui soi-disant ont été mises, mais j'ai qu'une fiche de contexte qui me dit qu'elles ont été faites. Donc c'est pas vraiment démontré, et qu'en plus elle cherchait à s'en extraire et pas à rester sur la place. Elle a été relaxée, je vais pas vous gâcher le suspense, elle a été relaxée, mais on a quand même un des assesseurs du tribunal qui dit en gros, enfin madame, vous savez très bien que quand vous allez manifester, que vous allez à Péberlan, bon bah vous savez à quoi vous vous exposez quoi. Vous savez que soit vous y allez pour casser, soit vous prenez aussi le risque de vous faire casser. Et ça sort de la bouche d'un magistrat qui, a priori, ne mesure pas ce qu'il est quand même en train de dire, mais on est quand même dans un basculement de discours, même de la part de magistrats indépendants, qui est extrêmement inquiétante. Sachant qu'à cette même audience, la procureure de la République, pour un des prévenus précédents, qui a été condamné, expliquait qu'elle demandait une peine clémente parce que ce monsieur, et c'était pas contesté, vraisemblablement s'était fait taper la gueule, mais violemment par les forces de l'ordre, et que donc quelque part il avait quand même déjà été puni. Et là, on a un procureur de la République qui vient vous expliquer dans une salle d'audience que bon, le tribunal a plus trop son job à faire, il a déjà été puni. Et donc là, on assiste quand même à un glissement terrible du droit et de la justice. Et on assiste à ça de plus en plus régulièrement. Donc, les avocats, on essaye quand même, heureusement, de rappeler à l'ordre et de rappeler les principes fondamentaux, mais c'est quelque chose qui est de plus en plus difficile, même si, et j'en terminerai là-dessus, parce qu'après, on va vous laisser la place de poser des questions si vous voulez qu'on approfondisse des choses, mais on a quand même, je l'ai vu ce matin, une des observatrices de la Ligue des droits de l'homme qui a été relaxée par un juge à Montpellier. Je crois que le juge à Montpellier, d'ailleurs, on n'a pas la motivation du jugement, mais a quand même dit qu'il s'interrogeait aussi beaucoup sur cette procédure. Donc on a encore en France, et c'est là où moi je mettrais la limite sur la question de la répression, on a des remparts à la démocratie. Alors moi c'est mon avis, mais c'est déjà inquiétant de dire qu'on a besoin de remparts, mais on a encore des juges indépendants, et dans tout ce que je viens de dire, on a des moyens de recours qui sont compliqués mais qui existent encore. Maintenant, il faut effectivement avoir conscience d'un glissement répressif extrêmement inquiétant et qui peut vraiment poser question par rapport à l'ensemble des droits fondamentaux qui nous concernent tous en tant que citoyens. Voilà.